dire aujourd'hui, c'est que il y a une chose insensée qui est en train de se produire. Le Québec, ces dernières années, a réussi à réduire significativement son taux de suicide. Pourquoi? Parce qu'il y a une mobilisation de la société. Entre autres choses, dans toutes les régions du Québec, y compris sur l'île de Montréal, des formations ont été données aux intervenants du système de la santé, du système carcéral et ailleurs, pour faire en sorte de bien dépister et savoir quoi faire lorsque les gens qui sont au contact de candidats potentiels au suicide voient des choses, lisent les signes avant-coureurs et peuvent ainsi prévenir le pire. Or, il se trouve que l'organisme Suicide en Action, Suicide Action Montréal, Suicide en Action à Montréal, Suicide Action... Donc, il se trouve que l'organisme Suicide Action Montréal, qui est responsable de la formation sur l'île de Montréal, à partir du 1er avril prochain, donc dans quelques jours, n'aura plus un sou pour faire quelque formation que ce soit dans le secteur public québécois sur l'île de Montréal. C'est incroyable, c'est absurde, c'est une régression. Ils ont frappé à toutes les portes, ils ont fait toutes les informations, les briefings, et pourtant, on se retrouve à quelques jours du début de l'année fiscale québécoise, 1er avril, avec, pour l'instant, cette certitude que si rien ne se passe, c'est la fin des formations de prévention au suicide sur l'île. Alors, je vais laisser Mme Suzanne Carrière et Fabienne Odette, respectivement présidente et directrice générale de Suicide Action Montréal et c'est ça, donc présidente et directrice générale. Nous sommes également en présence de Mme Sharon Casey, qui est formatrice conseillère en prévention du suicide. Bonjour. Nous vous avons convoqué aujourd'hui afin de lancer un message clair aux décideurs et à la population sur l'état de situation en matière de prévention du suicide à Montréal. L'organisme parmi les chefs de file au Québec dans son domaine et qui offre des services essentiels depuis 32 ans, 24 heures par jour pour la région de Montréal, est grandement affecté financièrement par les suites de la mise en place du projet de la loi 10 dans le réseau de la santé et des services sociaux. Par-dessus tout, l'organisme est très inquiet du peu d'investissement actuel en prévention du suicide au sein de la métropole, surtout que de son côté, la demande de services augmente sans cesse. En 2014-2015, ce sont 35 580 personnes qui ont contacté la ligne d'intervention téléphonique de Suicide Action Montréal. L'heure n'est pas à ralentir le déploiement des mesures en prévention du suicide. L'heure est plutôt à consolider les mesures et à en ajouter. Notamment à Montréal, parce que malgré l'importance de la métropole, il faut savoir que les investissements en services sociaux au Québec ne se font pas nécessairement en fonction de la taille de la population de chacune des régions. De plus, l'Institut national de santé publique du Québec a confirmé récemment une statistique optimiste voulant qu'en 2012 et 2013 à Montréal, nous sommes passés de 205 à 176 suicides. Il faut donc poursuivre le travail amorcé. Chaque suicide en est un de trop. Alors, de son incorporation en 1984 jusqu'en 2012, l'organisme a été en développement constant et régulier, donc depuis 32 ans. En 2010, le ministère Santé et Services sociaux a lancé ce qu'on appelle les guides de bonnes pratiques en prévention du suicide à l'intention des gestionnaires et aussi à l'intention des intervenants, dans le but de clarifier quelles sont les cibles à atteindre au Québec et les moyens qui vont être privilégiés. Ensuite, en 2012, nous en étions à travailler avec les C3S à l'époque sur des projets de développement majeurs de services, notamment la mise en place d'un service structuré de suivi étroit. Le suivi étroit, en fait, c'est pour les personnes qui ont commis des tentatives de suicide et qui se retrouvent en milieu hospitalier. Donc, on parle ici de la coordination et des suivis qui vont se faire entre, dans le fond, les hôpitaux, les centres de crise, les C3S et le Centre de prévention du suicide, bien sûr. Nous étions aussi à lancer un projet de recherche sur l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de la prévention du suicide afin d'être en phase avec notre époque.
Notre équipe de formateurs conseillers, pour sa part, à l'époque, donc toujours en 2010-2012, avait beaucoup de travail à former les différents intervenants et, dans le fond, là, on formait vraiment des centaines de personnes dans différents milieux, entre autres massivement au sein du réseau de la santé. Parce qu'en plus des services qui sont les plus connus de Suicide Action Montréal, donc on parle de la ligne d'intervention téléphonique, le service aux proches, le service aux personnes endeuillées et la postvention, on a aussi une partie de l'équipe qui se déplace à l'extérieur dans les écoles, dans divers établissements, comme disaient mes collègues, les milieux carcéraux, les institutions, les organismes, les entreprises, pour former les gens afin que ceux-ci soient outillés pour intervenir auprès des personnes suicidaires ou encore pour agir en sentinelle en prévention du suicide. Le partenaire qui nous commandait le plus de formation pour ces intervenants de première et deuxième ligne était jusqu'à l'an dernier, en 14-15, avec 351 personnes formées, l'Agence de santé de Montréal et les C3S. Or, cette année, la réorganisation de structures en 5 CIUS à Montréal et la disparition de l'instance de coordination régionale qui était l'agence ont des conséquences graves pour Suicide Action Montréal. C'est-à-dire que malgré la bienveillance, les réelles intentions de nous aider et les actions posées, nos personnes ressources actuelles du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal semblent faire le maximum avec le pouvoir qui leur sont conférés. Mais cela n'est pas suffisant pour rétablir les activités de formation rapidement au sein du réseau. Nous avons l'année en 2015-2016 à rattraper et en plus de préparer celle qui débutera dans quelques jours. Ces formations font partie des meilleures pratiques au Québec, selon le ministère de la Santé et Services sociaux, et les établissements de santé et services sociaux ont la responsabilité d'assurer la qualité des services offerts à la population. Soulignons au passage que malgré toute cette réorganisation qui se passe depuis avril passé, il y a d'autres grands dossiers sociaux montréalais qui ont vu leurs travaux se poursuivre et la coordination de ces travaux-là, donc sans trop d'impact, notamment le dossier de l'itinérance qu'on entendait parler là, dans les derniers jours. De plus, à notre connaissance, il y a des personnes qui ont été nommées dans chaque CIUS à Montréal pour ce qui concerne la santé mentale, les toxicomanies et la santé publique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour la prévention du suicide de poursuivre sa lancée? Est-ce que nous sommes aussi des oubliés du ministre Gaétan Barrette? Suicide Action Montréal gère donc une régression et subit les nombreux impacts de l'adoption du projet de loi 10 du ministre. En effet, SAM, Suicide Action Montréal, n'a pas reçu le financement annuel habituel qui tournait autour d'environ 150 000 $ pour la formation et qui permettait à nos formateurs conseillers de travailler à temps complet et surtout, ça permettait de former des centaines d'intervenants dans le réseau. Cet état de situation est très préoccupant et ce, particulièrement dans un contexte socio-économique qui est difficile, à l'intérieur duquel la détresse n'est malheureusement pas en diminution. Nous savons depuis plusieurs années que de favoriser l'accès à la formation pour les intervenants, c'est une mesure qui est efficace et nécessaire pour prévenir les suicides. Nous devons faire de la prévention du suicide une priorité des priorités. Parmi tout le travail qui est à faire en santé mentale et en santé publique, et nous devons aussi nous assurer de poursuivre sur cette bonne lancée des dernières années parce que ça a porté fruit. Le 2 février dernier, Suicide Action Montréal lançait une campagne de financement d'urgence par l'entremise d'une plateforme web qui est le www.promessedevie.com. L'organisme invite la population montréalaise, les entreprises, les décideurs à contribuer à la hauteur de leur capacité. L'objectif est d'amasser 200 000 $ avant le 31 mars. À l'heure actuelle, un peu plus de 50 % de l'objectif est atteint. Il faut se le répéter, le suicide, c'est l'affaire de tous. Donc, de plus, le 23 mars prochain, Suicide Action Montréal vous invite à son cocktail bénéfice, qui se nomme Impulsion, à 18h au marché Bon Secours, au coût de 125 $ par personne. Pour obtenir des billets, on vous donne rendez-vous sur notre site web au suicideactionmontréal.org sur la page d'accueil. Je vous remercie. 2 derniers points. La semaine dernière, le vérificateur qui avait été désigné par le gouvernement québécois pour faire le point sur les fugueuses de Laval
a écrit ce qui suit dans son rapport. La problématique du suicide. Il y a eu une volonté collective et politique de reconnaître le problème. Des interventions concrètes ont été mises en place, assorties aux divers degrés de risque. Les intervenants ont été formés. La vigilance et le suivi ont été maintenus à travers le temps, avec pour conséquence bien tangible que malgré le risque toujours très présent auprès de ces jeunes vulnérables, le CIS de Laval n'a connu aucun suicide dans ses ressources d'hébergement depuis l'avènement de ces pratiques. Alors, le vérificateur dit « ça marche ». Quand il y a de la formation, quand il y a de la mobilisation, ça marche. Et à Laval, ça continue. En Montérégie, ça continue. Sur l'île de Montréal, ça s'arrête. Autre élément, vous avez vu la semaine dernière comment le Collège des médecins a réagi au fait que certains médecins, recevant en urgence des candidats au suicide qui étaient inanimés, certains d'entre eux ont décidé de ne pas les ranimer. Ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés au fait que, non, vous, votre rôle, lorsqu'il y a quelqu'un d'inanimé qui arrive, vous n'avez pas à vous demander si c'était sa volonté ou si c'était un cri d'alarme, vous ranimez les gens qui arrivent inanimés, point à la ligne. Il faudrait les former. Et c'est ces gens-là qui ont la capacité de les former. Je vous remercie. Question? Juste pour être sûr de bien comprendre, on parle d'une subvention de 150 000 qui n'a pas été renouvelée. Exactement, M. Dupuis parlait de coupure pour suivre l'action. En fait, ça allait dans les dernières années de 115 000 à, des fois, on a même atteint 185 000. C'est variable. Et dans le fond, c'est l'Agence de santé de Montréal, l'ancienne agence, qui faisait la coordination pour l'île au complet, pour les 12 C3S à l'époque. Et donc, ça, c'est un financement qui n'est pas nécessairement récurrent, mais qui revenait chaque année parce que, comme on le dit, il y a des centaines de personnes à former, puis on n'aura jamais terminé. Alors là, cette année, ce qui est arrivé, c'est comme l'agence a cessé les activités le 31 mars, nous, on a travaillé depuis plusieurs mois avec les 5 CIUS pour essayer de voir avec qui il fallait parler pour remettre ça en place. Et là où on en est, c'est qu'on discute avec des gens du CIUS du centre-sud de l'île et il va falloir travailler encore plusieurs mois à monter un plan d'action pour, si on veut, reconfirmer la pertinence des formations. Alors, ce qui se passe, c'est que là, nous, on a une année complète où on n'a pas reçu le financement qu'on a habituellement, mais surtout, comme je vous dis, il y a ça, là. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est donc qu'il y a une régression des investissements et que, parce qu'il y a un nouveau projet de loi qui est arrivé, on n'a pas été capable de faire en sorte que ça continue, là. Depuis quelle date vous n'avez pas cet argent-là? Bien, on ne l'a pas eu cette année, donc depuis le 1er avril 2015. 2015, vous ne l'avez pas eu, puis là, le 1er avril 2016, ça s'annonce pas. Bien là, il faut faire des travaux là, avec des gens des 5 CIUS pendant plusieurs mois et on n'a pas la certitude qu'au final de ces travaux-là, on aura à nouveau des montants d'argent pour former. Donc, pourquoi avoir attendu 11 mois avant de dire, écoutez, Bien, ça fait un bout de temps. Bien, ça fait quelques mois qu'on le dit, là, qu'on est quand même présent dans les médias, tout ça, mais aussi parce que on veut travailler en collaboration avec le réseau de la santé. Alors, on a tenté plusieurs stratégies là, avant d'en arriver à là, aujourd'hui. Et donc, on parle entre 115 et 185 000, oui. 185 000. Donc, c'est pour ça qu'on dit en moyenne 150, là, si on veut faire un chiffre approximatif. Oui. L'Action Montréal voudrait obtenir en moyenne 150 000 dans le rétablissement de ça. Pour réactiver les activités et former les gens qui en ont besoin. Est-ce que le 150 000 ou à peu près là, le 115 à 185, ça permettait de couvrir l'ensemble des frais de la formation à Montréal? Non, parce que nous avons d'autres clients, plusieurs autres clients. Milieu communautaire, milieu carcéraux, les entreprises. C'est assez varié, mais comme je le disais, là, le partenaire qui nous commandait le plus de formations, c'était l'agence. Donc, on parle de 350 formations, c'est ça? Bien, c'est 351 personnes qui ont été formées en 2014-2015. Mais là, à partir du 31 mars 2015, exit.
Il y en a eu quelques-unes quand même qui ont été formées dans la dernière année, mais c'était plus comme des gens qui ont appelé à la pièce puis qui se sont joints à des formations publiques. Alors, on ne parle pas ici d'un projet, d'une orientation régionale, vous comprenez, là, avec un financement qui vient avec. Là. Ça n'a rien à voir. Pouvez-vous juste rappeler votre nom et votre titre? Oui, alors je suis Fabienne Audette, je suis directrice générale de Suicide Action Montréal. Je suis Suzanne Carrière, je suis présidente du conseil d'administration. Attendez, je vais être certaine de comprendre, là, vous recevez ces subventions-là pardon, pour faire la formation dans ce qui était anciennement les C3S et les agences de santé. Oui. OK. Donc, vous continuez à faire de la formation, mais ailleurs, dans le communautaire, comme vous avez dit. Exact. Mais on est moins occupé et comme on n'a pas eu le financement cette année et qu'il y avait quand même moins de demandes, nous avons diminué les heures de nos formatrices, là. Alors, elles sont passées à du 4 jours semaine au lieu du 5 jours, ce qui est vraiment pas intéressant. Puis là, on ne sait pas ce qui arrive dans les prochains mois. Fait que là, ça continue. Puis peut-être qu'on va diminuer encore plus là, prochainement. Puis M. Lisée faisait le parallèle avec le Conseil des médecins puis des médecins qui ont refusé de traiter des personnes qui avaient des tentatives de suicide. Mais ce financement-là, ça ne concerne pas la formation auprès des médecins. En fait, ça, c'est un sujet quand même sensible. On a parlé un peu plus tôt de l'importance de développer le volet de la formation. Et dans un premier temps, les médecins n'avaient pas été identifiés comme un réseau à former, mais il y a quand même certains endroits où les médecins le nommaient, que c'est important pour eux aussi. Donc, ça fait partie, en fait, de ce qui est à venir et de comment on va élaborer les prochaines formations. Est-ce que le Notius, en fait, dans les travaux que Fabienne mentionnait tantôt, qui vont débuter sous peu, ils auront à prendre des décisions sur à qui s'adresse cette formation. Et quand on parlait aussi un peu plus tôt du développement, ça ne fait pas partie non plus de développement qui serait souhaitable et souhaité par le réseau. J'inviterais peut-être Sharon Casey, qui est formatrice conseillère avec nous depuis plusieurs années, qui connaît très, très bien le dossier, à vous répondre parce qu'on avait travaillé sur une formation qui visait, entre autres, les médecins. Est-ce que tu veux juste... Peut-être les choses à comprendre, c'est les subventions qu'on avait, environ 150 000 par année, nous permettaient de faire le strict minimum au niveau de formation et même dans les C3S. Donc, nous permettaient des formations de base, mais pas pour 100 des équipes. En prévention de suicide, nous avons besoin de former 100 des intervenants qui travaillent avec des personnes suicidaires. Donc, on arrivait avec un grand nombre, mais pas assez. Ça ne permettait aucune formation contenue, telle que recommandée dans le guide de bonne pratique du ministère. Et il y a des formations qu'on n'a pas pu implanter encore. Exemple, une formation qui s'appelle « Repérer la personne vulnérable au suicide et appliquer les mesures de protection requises ». Ça a été développé pour le réseau de santé. Ça pourrait répondre à plusieurs médecins, à d'autres professionnels du réseau de santé. Et cette formation-là aurait été diffusée juste avant qu'on perde l'agence et n'a jamais été repris. Donc, on sera dans les régions où ça n'a pas été ouvert encore. Il y a sans doute des gestionnaires qui ne savent même pas que ça existe parce que la diffusion, c'est quand même un projet régional. Ça prend une coordination régionale pour y arriver. Peut-être une dernière question. Je suis curieuse. Comment c'est justifié au ministère que la subvention a été maintenue dans les autres régions, mais pas à Montréal? Qu'est-ce qu'on vous répond? Bien, en fait, tout est lié à la réorganisation de notre réseau actuellement. C'est que si on regarde à Québec, il y a un CIUS, donc c'est assez facile pour le centre de prévention d'être en lien avec leur établissement. Nous, on est la seule région qui a 5 CIUS et donc c'est ce qui justifie ou explique, je devrais dire, le contexte actuel. Je voudrais ajouter 2 choses parce qu'on en a beaucoup discuté. Bon, d'abord, aussi, Suicide Action Montréal a cette ligne d'appel pour des gens qui ont besoin d'aide immédiatement. Les nombres d'appels augmentent. Le budget, qui, lui, est subventionné par le programme de soutien aux organisations communautaires, est resté le même depuis 2000? 2000? Bien, en fait, depuis les débuts, c'est seulement indexé de 0,9 ou 1 par année. Alors, une augmentation de la demande, mais pas d'ajustement à l'augmentation de la demande du budget. Alors, déjà, ils grattent les fonds de tiroir. Et ce que vous m'avez expliqué, c'est que, sachant que la réorganisation des CIS arrivait à Montréal, la personne qui était à l'agence de Montréal, qui s'occupait
des formations avait préparé un briefing pour son ou ses successeurs. Et là, il ne le trouve plus. Et la personne n'est plus en charge de ça. Et ce qui fait qu'on revient à des questions budgétaires, parce que c'est sûr que si les CIS et les CIUS de Montréal avaient une marge de manœuvre budgétaire, ils diraient, bon, c'est pas grave, on ne retrouve plus le programme, mais c'est un besoin, donc on va le financer. Mais comme ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils ne veulent pas s'engager parce qu'ils savent pas où ils trouveraient cet argent-là. Alors donc, là, on est victime à la fois de la désorganisation de la réforme Barrette et des compressions budgétaires de Barrette.